qui porte cette fois sur les solutions pour les travailleurs à distance, les solutions conçues pour l'entreprise moderne. Nous savons tous, la pandémie a modifié considérablement l'environnement technologique. Quelles sont les tendances commerciales, comment évoluent les réseaux et quels sont les défis technologiques du télétravailleur? Alors voilà les questions auxquelles notre prochain conférencier, M. Karim Benaviles, qui est gestionnaire principal d'architecture technique chez Bell Canada, va vous répondre. Alors je vous invite, Karim, vous êtes présent à partager votre écran et je vous cède immédiatement la parole. OK, merci, merci Denis. Merci à tous les participants qui sont là avec nous cet après-midi pour faire un tour de roue des défis effectivement du télétravailleur avec la pandémie qui nous a frappé. C'est un sujet d'actualité, puis ça me fait plaisir de faire un tour de roue avec vous pour expliquer un peu les défis que vivent ces télétravailleurs et comment est-ce qu'ils peuvent apporter une productivité optimale pour l'entreprise. Donc, je suis Karim Benaviles, gestionnaire principal de l'architecture technique pour Bell Canada, au Québec. On va aller voir ensemble les tendances commerciales. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des technologies de l'information qui influencent directement sur les réseaux, puis comment les réseaux d'aujourd'hui doivent s'adapter. Puis la pandémie a fait en sorte qu'on devrait vraiment réfléchir à tout ce qu'on doit faire avant que ça se produise et non pas être en mode réactif. Deuxième chose, c'est il y a une nouvelle normalité, donc toujours liée à la COVID-19. Donc, la nouvelle normalité, c'est la nouvelle façon de faire qui devient le nouveau standard de l'industrie et du monde des technologies de l'information. Et enfin, le défi du télétravailleur qui est en fait la personne comme vous et moi aujourd'hui. Nous sommes tous en télétravail en train de collaborer ensemble grâce à des outils qui heureusement existaient, pour lesquels heureusement des gens avaient pensé avant la pandémie. Donc, moi, je reviens un peu dans le temps. En 2015, j'avais assisté à une formation marketing sur plusieurs semaines. Puis, il y avait un débat à chaque séance. Puis, c'était le même débat autour d'une étude de cas. Puis, l'étude de cas était très simple. C'est est-ce qu'on doit aller vers l'épicerie en ligne, oui ou non? Bon, si la question s'était posée aujourd'hui avec la COVID, la réponse était simple, bien évidemment que oui. Mais à l'époque, en 2015, puis 2015, c'est pas très loin en arrière, je vous dirais que malgré tous les débats et tous les échanges qu'on avait eus avec les collègues, à la fin, on s'est séparés sur un 50-50. Des gens comme moi, technologiques, voulaient que ça soit effectivement l'épicerie en ligne qui aille de l'avant et ça serait vraiment une nouvelle avancée, d'autant plus que ça se faisait très bien dans d'autres pays. Mais d'un autre côté, il y avait des gens qui disaient non, mais ça prend beaucoup de logistique, beaucoup de défis technologiques, il faut que les clients adhèrent et tout. Je vous dirais que malgré que moi j'étais partisan de ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui fait l'épicerie en ligne personnellement. Donc, pour vous dire que ça dépend de la réaction des gens, mais il faut penser, non pas à moi, là, mais il faut penser aux gens, aux clients. Il y a des gens qui sont obligés de faire l'épicerie en ligne. Quand vous êtes en quarantaine pendant 14 jours, on a beau dire que vous avez de la famille ou des amis qui vont vous faire l'épicerie pour vous, mais il y en a qui n'ont pas des amis ou de la famille, donc doivent avoir de l'épicerie en ligne. Puis, dans le même sens, Julien Arsenault, journaliste, avait écrit dans Le Devoir en 2005 que Métro ne croit pas à l'épicerie faite en ligne pour le moment. Puis merci puis pour l'article. D'ailleurs, il est toujours là. C'était correct en 2015. Cet article n'est plus d'actualité. Puis heureusement que Métro avait entrepris le pas juste après puis avait mis en place l'épicerie en ligne parce qu'ils en ont eu besoin pendant la pandémie et encore, il y avait trop de demandes en même temps qui ne pouvaient pas répondre aux besoins, mais ils ont juste eu à s'adapter. Puis c'est la même chose dans le domaine des technologies de l'information et des communications parce que les gens qui étaient en mode télétravail, ne serait-ce qu'en pour une partie de leurs employés, ont juste réfléchi à comment extensionner ou élargir le tout pour toucher tous les employés. Mais d'un autre côté, il y avait des gens qui n'avaient pas pensé à ça du tout, donc ils n'avaient pas fait le saut vers l'épicerie en ligne
comme l'avait fait Métro, puis là, ils sont restés coincés, puis ils sont en mode réactif. Donc, pour ce qui est des technologies de l'information, durant les 5 dernières années, il y a eu des tendances, puis ce n'est pas lié à la pandémie spécifiquement. Donc, les tendances sont simples. Aujourd'hui, les gens sont assoiffés de données. Vous prenez tout le monde est scotché à un écran en train de chercher l'information et ils la veulent maintenant, l'information. Je n'ai pas besoin d'avoir l'information demain, c'est aujourd'hui, au moment où je la veux, que je veux la consulter. Puis le test est simple. Écoutez, prenez une maison avec 2 adolescents, coupez le Wi-Fi, vous allez voir la réaction immédiate des adolescents lorsqu'on coupe le Wi-Fi à cause des écrans et de l'accès à l'information qui devient facile. Ça, d'un côté, donc, ça met de la pression sur les réseaux qui doivent être fiables, efficaces, disponibles en permanence. D'un autre côté, il y a les entreprises qui développent les applications et les services pour les entreprises. Donc, ces firmes-là qui développent les applications, prenez un exemple simple, Microsoft, il y avait la version Office, vous devez avoir un CD, un DVD ou le télécharger, l'installer sur votre poste. Maintenant, il y a Office 365. Donc, avant, il y avait la version juste installable. Après, ils ont mis le mix entre les deux. Est-ce que vous voulez que ça soit chez vous ou est-ce que vous voulez que ça soit quelque part dans un endroit sécurisé au Canada ou ailleurs? Et puis, vous accédez à ça. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le nuage, là, dans un terme plus générique dans la technologie de l'information. Puis un exemple très simple, c'est que par exemple, nos emails personnels comme Gmail ou Yahoo, ils ont toujours été dans le nuage. On n'a jamais installé un CD de Yahoo ou de Google pour Gmail, on n'a jamais installé un CD pour Amazon. Ça veut dire que le nuage, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la pandémie qui nous pousse à aller là-dedans. Mais si je suis 100% dans le nuage, ça veut dire que je peux accéder à mes informations, données, applications, services, partout où je me trouve avec n'importe quel device. Par contre, il faut prendre en considération la sécurité, de tous les équipements que j'utilise pour accéder, donc l'ordinateur de l'utilisateur ou son téléphone portable, mais aussi des données qui sont stockées. Puis là, ça vient à donner une réflexion. Le but ultime d'une entreprise et puis les attentes par rapport aux technologies de l'information sont très simples. C'est qu'un employé ou un client doit accéder aux données qui le concernent, aux services, aux applications auxquelles il a le droit, à partir de n'importe quel équipement et peu importe où il se trouve, peu importe où l'utilisateur se trouve et peu importe où les données se trouvent. Donc, du moment que je peux accéder de n'importe où, d'une manière sécurisée, que l'information à laquelle j'accède est sécurisée, et puis je ne la mets pas à risque. Donc, si moi je la mets à risque autant qu'employé, le risque est grand pour l'entreprise. Donc, je nuis à la santé de l'entreprise, y compris la santé financière. Si j'arrive à donner ça d'une façon simple, fiable et efficace, j'aurai rempli mon mandat de équipe de technologie de l'information en support pour le développement des affaires de l'entreprise. Tout ce qu'il y a au milieu et comment ça se met en place, il y a des spécialistes dans l'industrie qui ont déjà fait ça pendant plusieurs années. Ils ont vu plusieurs exemples dans l'industrie qui peuvent répéter, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous accompagner là-dedans. Gardez en tête, l'ultime objectif est que employés et clients, et les deux aujourd'hui sont des télétravailleurs, donc votre client est à la maison, votre employé est à la maison, mais si vous avez un centre d'appel, c'est une communication entre deux télétravailleurs pour le bien de votre entreprise. Donc, est-ce qu'on prend le virage de l'info nuagique? Oui, non, peut-être. La question, si on l'aurait posée il y a quelques temps, donc dans les 5 dernières années, la réponse la plus simple, à mon avis personnel, puis d'après ce que j'ai vu, c'est que c'est pas oui, c'est pas non, c'est pas peut-être, c'est quand. Et la pandémie est arrivée, puis c'est devenu une obligation. Sauf que certaines entreprises étaient déjà dans l'info nuagique, d'autres pensent à y aller, puis d'autres étaient au milieu du chemin. Donc, ils devaient juste continuer dans leur chemin, mais ils étaient en bonne voie parce qu'ils avaient pensé à ça. Non pas parce qu'ils pensaient qu'il y avait une pandémie, mais c'est parce qu'ils savaient que dans le futur, de toute façon, les entreprises n'offriront plus des solutions qui sont installables, mettons, à l'intérieur des murs de votre entreprise. J'ai cité les exemples qu'on avait avant. Votre Gmail, il n'est pas dans votre entreprise. Office 365, il n'est pas dans votre entreprise. Salesforce, pour ceux qui connaissent, n'est pas dans votre entreprise. Ils sont tous des applications dans le nuage. Par contre, il y a certaines applications spécifiques
pour l'entreprise. Et là, il faut faire une réflexion parce que tout peut être envoyé dans un nuage. Il y a des spécialistes qui peuvent vous accompagner pour savoir comment faire sortir tel ou tel service ou application vers le nuage. Et cette pandémie a donné lieu à une nouvelle normalité. Donc, même après la fin de la pandémie, d'après des études qui ont été faites par IDC, c'est que de 25 à 43% des gens continueront à travailler à distance. 50% des entreprises au Canada continueront à livrer le travail, enfin les services à travers le nuage. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que 10% des entreprises seulement sont dans cette nouvelle normalité. 2 tiers sont en train toujours de chercher comment y arriver, puis 1 tiers, malheureusement, puis c'est la réalité, qui sont perdus, qui ne savent pas encore quoi faire. Donc, à gauche, nous avons la façon de faire habituelle. Donc, enfin, habituelle, l'ancienne normalité, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on était dans des salles de réunion, on avait des tableaux blancs, on avait des post-it, on pouvait discuter, voir l'expression des visages des gens et tout, collaborer. C'est très bien. La nouvelle normalité après COVID, elle est à droite. Ça veut dire que tout le monde est chez lui, comme nous, vous, moi en ce moment, derrière un écran, en train de collaborer ensemble. Donc ça apporte des défis. Puis les défis sont des défis d'outils avant tout. Est-ce que vos télétravailleurs sont bien outillés pour affronter ça ou étaient bien outillés pour affronter ça au moment où c'est arrivé ou non? Je vais vous citer un exemple d'une entreprise sans citer le nom de l'entreprise parce que l'exemple est un exemple d'une entreprise qui n'était pas prête en fait. Puis cette entreprise, c'est très simple. Ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des ordinateurs de bureau qu'on appelle desktop normaux avec des outils installés sur chaque ordinateur. Puis c'est une entreprise qui travaille beaucoup avec ses clients en fait à travers les communications téléphoniques parce que c'est un centre d'appel. Donc, ils n'avaient jamais testé, puis le télétravail, vu que ça ne fait pas partie de la politique de l'entreprise, ni pour 1%, ni pour 10% des employés. Donc, eux, ils ont été frappés par la COVID-19. Première semaine, 0 emploi. Donc, les gens sont chez eux, puis on ne peut pas travailler. Puis, à partir de la deuxième semaine, il fallait quand même trouver une façon de travailler à distance. Réactif, bien sûr, personne n'avait pensé à ça. Puis, c'est allé trop vite. Et première chose, bien sûr, les gens, est-ce qu'on leur donne leurs ordinateurs pour partir avec à la maison? Non, on doit acheter des ordinateurs portables. Tout le monde veut des ordinateurs portables au même moment. Donc, manque de produits sur le marché. Mais malgré ça, ils ont acheté les ordinateurs portables. Puis là, hop, deuxième chose à laquelle ils ont été confrontés. Comment est-ce que je peux faire pour réinstaller tous les outils que j'ai dans l'ordinateur de bureau sur l'ordinateur portable? Ça veut dire qu'il me faut d'abord du temps, du personnel et des licences, parce qu'il faut installer tout sur l'ordinateur portable. Si vous êtes dans le nuage, de 1, vous payez une mensualité par utilisateur. De 2, vous n'avez pas de licence, donc problème de licence que vous voulez vous soucier, ni une nouvelle version qui sort, ni quelque chose de similaire. Vous êtes toujours à jour, vous payez mensuellement pour ce que vous utilisez. Bref, la compagnie a acheté des ordinateurs puis a dit, bon, on ne réinstalle pas les outils sur les ordinateurs portables, mais on va donner accès à l'ordinateur du bureau depuis l'ordinateur portable à la maison. Donc, les gens sont allés chez eux à la maison, ils ont installé leur ordinateur portable, ils se connectent à distance à l'ordinateur de bureau, ça marche très bien. Sauf que l'ordinateur de bureau, des fois, il gèle, il bug, il a besoin d'être redémarré. Et là, comment est-ce que je peux redémarrer mon ordinateur du bureau à distance? Ben, c'est tout simplement pas possible. Donc, il faut dépêcher quelqu'un sur place pour le faire. Et ça roule encore comme ça aujourd'hui au moment où je vous parle. De plus, comme c'est un contact center, les appels téléphoniques passent par l'ordinateur de la maison. Donc, au lieu de parler à la personne directement, je dois passer par le réseau de l'entreprise, donc par les murs de l'entreprise. Imaginez-vous, si vous voulez vous rendre à l'aéroport de Montréal, que vous habitez Montréal, vous devez aller à Québec pour revenir à Montréal à chaque fois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait très bien. Ça, c'est les conséquences lorsqu'on n'a pas pris ces dispositions pour analyser les choses bien avant. Mais bon, la COVID
COVID-19 la pandémie plutôt a frappé, elle a pris les gens par surprise, puis c'est normal que c'est comme ça. Ceci dit, il n'est jamais trop tard pour commencer les réflexions, pour avancer dans les défis de ce genre. Donc, c'est pour ça que Peter Drucker avait dit que le plus grand danger dans les moments de turbulence, ce n'est pas la turbulence, mais c'est d'agir avec la logique d'hier. Donc, ce n'est pas parce que la pandémie est arrivée qu'on doit faire le télétravail, qu'on doit continuer à travailler avec les mêmes outils de la même façon qu'on le faisait avant. Ceci étant dit, avoir une réflexion en pleine turbulence, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire ni à avoir. Donc, cela nous ramène à un point très, très, très important, c'est que les télétravailleurs, bon, on les a, puis c'est quelque chose qu'on va avoir tout le temps. Donc, les gens se sont malgré tout retrouvés chez eux. Puis là, ils doivent s'outiller. Donc, s'outiller adéquatement pour être productifs, pour donner le meilleur d'eux-mêmes et être dans un environnement qui leur permet d'être au top pour le bien de l'entreprise et répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, on part d'un principe simple. On ne peut pas avoir de maison si on n'a pas de terrain. Donc, le terrain ici, c'est vraiment la connectivité. Quand je dis la connectivité, c'est le lien Internet, mais pas seulement. Donc, si vous voulez être en télétravail, donc vous avez besoin d'un lien Internet, effectivement. Donc, vous avez besoin d'un lien Internet de haute vitesse. Puis, si vous voulez un chiffre à mettre sur la haute vitesse, ça serait 50 mégabits par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse minimale auquel vous devez penser pour être en télétravail. Ceci étant dit, ces gens-là qui sont en télétravail peuvent être chez eux, peuvent être dans leur chalet, peuvent être n'importe où. Donc, il faut offrir cette connexion partout où les gens se trouvent. Deuxième chose, c'est que même si la connexion Internet est bonne, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des maisons, il y a des réseaux sans fil. Donc, il y a du Wi-Fi. Donc, si la couverture n'est pas bonne à l'endroit où l'ordinateur de la personne et on a beau avoir une bonne connexion Internet, ça ne va pas donner la bonne performance. Puis un réseau performant, quand moi je le définis, ce n'est pas un réseau qui va vous donner la meilleure vitesse au monde. C'est un réseau qui va donner la même performance pendant toute la journée. Ça veut dire que c'est un réseau, si vous vous connectez le matin, à midi ou le soir, vous avez la même expérience. Vous n'allez pas dire à midi, oh, c'est trop long, c'est trop vite le matin, pas trop le soir, etc. Un réseau moins rapide et stable toute la journée est meilleur qu'un réseau avec des variations. Ça veut dire qu'il faut avoir une connexion stable, haute vitesse, minimum 50 MB, une bonne couverture sans fil, mais il faut penser à d'autres choses. Première chose, c'est que cette connexion Internet peut être partagée avec les autres membres de la famille. J'ai évoqué tout à l'heure les adolescents. Ben, imaginez-vous, journée pédagogique, Netflix qui pompe, vous êtes en télétravail, ça peut créer des soucis. Puis si les deux adultes de la maison sont aussi connectés, on a l'école à distance. Donc là, on a quatre écrans, 4 vidéos, 4 audios, 4 partages d'écran en même temps, ça consomme. Donc, cette technologie que vous allez mettre chez vous doit vous permettre de réserver de la bande passante pour vous, pour votre travail à vous. Ceci étant dit, ça amène un autre défi qu'on a constaté. Il y a des gens qui disent, c'est ma connexion personnelle. Est-ce qu'on doit donner la connexion personnelle de la personne et leur demander de la partager alors qu'eux, ils l'ont pour leur famille? Ou est-ce qu'il faut donner une connexion Internet d'entreprise donné par l'entreprise, payé par l'entreprise pour l'employé pour qu'il exerce son travail convenablement? C'est deux choses complètement différentes. Puis c'est un débat. Je ne dis pas qu'il faut aller dans l'un ou l'autre. Je dis qu'il faut avoir la réflexion. On ne peut pas obliger quelqu'un de réserver une bande passante pour son Internet personnel alors qu'il est là pour le travail. D'un autre côté, les connexions Internet personnelles, ça roule, ça marche, ça fonctionne, c'est parfait. Mais si ça tombe en panne, vous êtes en mode résidentiel. Ça veut dire que on va venir vous dépanner, mais ça ne veut pas dire qu'on va venir vous dépanner 24 heures sur 24 tout de suite après la panne ou dans les heures qui suivent la panne. Ça peut aller à demain. Alors, il faut une connexion Internet haute vitesse, mais qui permet d'avoir un support 24/7, donc une connexion de type entreprise. Donc, pour ce qui est
de la performance et de la sécurité. J'ai décrit tout à l'heure un réseau performant, donc c'est un réseau stable qui offre la même chose pendant toute la journée. Donc, il ne faut pas avoir des variations dans le réseau, c'est des choses qui se paramètrent par des spécialistes. Il faut comprendre qu'on doit donner tout un réseau de bout en bout du poste de travail du télétravailleur jusqu'à l'accès à Internet. Ceci dit, il y a un autre aspect très important à ne pas négliger, c'est la sécurité, puis on en a parlé. La sécurité, c'est deux choses. D'abord, l'ordinateur que vous avez donné ou l'ordinateur portable que vous avez donné à votre télétravailleur, puis si vous l'autorisez à accéder aux données, services, applications à partir de ces téléphones mobiles, ces appareils-là ne doivent pas être un risque de sécurité pour vous. Donc, doivent être sécurisés d'une certaine manière. De plus, vos données d'entreprise, est-ce qu'ils sont sécurisés? Sont où? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur des murs de votre entreprise, comme ici? Est-ce qu'ils sont dans le nuage, par exemple, Office 365? Et ça, Internet, c'est par exemple si vous allez accéder sur un site web pour aller surfer sur Internet ou consulter le site web d'un fournisseur, d'un partenaire ou d'un client à vous. Mais les données qui sont dans le nuage, c'est très important qu'ils soient sécurisées. Est-ce qu'ils sont dans un nuage sécurisé? Est-ce qu'ils sont au Québec? Est-ce qu'ils sont au Canada? Est-ce qu'ils sont aux États-Unis? Est-ce qu'ils sont ailleurs? Tout ça, c'est des questions auxquelles vous devez faire face, puis vos fournisseurs doivent vous répondre. Il y a des normes, il y a des solutions pour tout, mais il faut penser, il faut se poser la question. Maintenant, parlons de l'utilisateur lui-même. Donc, l'utilisateur, la façon la plus simple, la plus classique qu'on fait, c'est qu'on connecte l'équipement de l'utilisateur vers les équipements de sécurité qui se trouvent dans les murs de l'entreprise. Donc, ça, c'était bien quand on avait des murs, mais il y a des entreprises maintenant qui pensent même à ne plus avoir de siège social, donc les murs pourraient disparaître. Ceci étant dit, c'est un modèle qui existait. Donc, je fais passer l'utilisateur directement par mes équipements de sécurité à l'intérieur de l'entreprise. Je peux appliquer les filtres de sécurité que je veux. C'est à partir de là que je lui donne l'accès. Si c'est pour des applications de services ou données qui sont dans l'entreprise, ben, il accède directement. Si c'est, mettons, Salesforce, Office 365, à partir de l'entreprise, je vais le connecter. Puis si c'est vers Internet, je le connecte aussi à partir de l'entreprise. Mais la question se pose, puis c'est la même réflexion que tout à l'heure. Pourquoi, si je veux aller sur Internet, je dois passer par l'entreprise? Pourquoi, si je veux aller à l'aéroport de Montréal et que j'habite à Montréal, je dois passer par Québec? Bon, alors on s'est dit, bon, on va aller dans un deuxième modèle. Le deuxième modèle, j'irai à l'entreprise seulement et seulement si je dois consommer des services d'application et données qui sont dans les murs de l'entreprise. Si je veux aller dans le nuage Office 365, je n'ai pas besoin d'aller dans l'entreprise. Et si je dois aller sur Internet, je n'ai pas besoin de passer par les murs de l'entreprise. Ceci est un terrain de jeu favorable aux pirates et met à risque le poste de l'utilisateur et donc vos données et vos services parce que toutes les connexions vers Internet ne sont pas sécurisées. Ce qui nous emmène à un troisième modèle qui est le modèle qui sécurise le plus proche de l'utilisateur. Puis l'analogie par rapport à ça, imaginez-vous, si vous sortez de chez vous, devant votre porte, il y a le scanner de l'aéroport passé dedans. Puis là, vous pouvez aller à l'épicerie, vous pouvez aller au travail, vous pouvez aller chercher vos enfants à l'école et revenir. C'est pas grave, là. On vous a fait passer par un scanner, mais c'est pas utile. Là. Ou vous passez par le scanner, puis arrivez à l'aéroport, ils vont dire, bon, il est déjà passé par le scanner chez lui, donc il peut aller à l'aéroport. Qu'est-ce que vous faites? C'est que vous n'étiez pas obligé d'aller à l'aéroport. Vous n'étiez pas obligé de passer par le scanner de l'aéroport pour aller à l'épicerie. On ne vous force pas. Imaginez-vous si on vous force de passer par le scanner de l'aéroport à chaque fois que vous allez à l'aéroport. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche la sécurité vers l'utilisateur. Donc, les liens Internet qu'on donne aux utilisateurs, on va leur donner la sécurité. Comme tout service peut aller vers le nuage, la sécurité elle-même peut aller dans le nuage, puis le nuage est représenté dans le scanner qu'on va déposer devant chez vous. Donc, le lien lui-même, dès qu'on se connecte, on applique la sécurité à la sortie devant le poste de l'utilisateur. À ce moment-là, on va dire, bon, tu veux aller consommer des services dans les murs de ton entreprise, on t'envoie vers là. Tu veux Office 365, parfait. Tu veux Internet, parfait. De un, on ne nuit pas à la performance parce que l'utilisateur est scanné juste à la sortie. Et s'il veut appeler son collègue, il va appeler son collègue directement. Alors que dans les anciens modèles, s'il veut appeler son collègue, comme dans ce modèle-ci complètement à gauche, on le force à passer par les murs de l'entreprise.
Puis si la porte de l'entreprise, donc le lien Internet de l'entreprise, supporte un certain type de trafic, il ne supportera pas 1000 utilisateurs en télétravail lorsque tous les utilisateurs étaient au début à l'intérieur des murs de l'entreprise. Donc, ils consommaient beaucoup de services à l'intérieur sans même sortir. Imaginez-vous, 1000 personnes qui rentrent par la porte en même temps le matin, ça ne marche pas. Donc, tout dans le nuage, y compris la sécurité, c'est quelque chose qui se fait, qui est mûr. Sauf qu'avec la pandémie, c'est devenu très accessible, puis on en parle beaucoup plus. Mais c'est des solutions qui ont déjà fait leur preuve à plus qu'une fois. Donc, une fois qu'on a mis la fondation, donc nos données sont dans le nuage, puis on a travaillé fort pour y arriver. Donc, soit c'est des nuages publics comme Salesforce, comme Office 365, ou des nuages privés, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez réfléchir à faire transporter vos services et applications personnalisés à vous dans le nuage. Il y a une façon de le faire. Puis d'un autre côté, on a fourni un lien Internet de haute vitesse, de classe entreprise, sécurisé pour chacun des télétravailleurs. On s'est assuré que lorsque les autres membres de la famille utilisent le lien Internet, ils ne bloquent pas l'accès à vos services, applications et données pour vous en tant que télétravailleurs. Et ce lien est sécurisé par la suite. On arrive à la maison. Donc, le terrain est là, les données sont d'un côté, les utilisateurs sont de l'autre. Maintenant, il faut des outils parce que pour accéder aux services, il faut des outils. Eh bien, les outils, c'est sûr que est-ce que ça va être difficile? C'est une question qui va se poser. Mais écoutez, l'un des outils, c'est celui qu'on utilise maintenant, c'est Zoom. Donc, il y a d'autres outils, Cisco WebEx, Microsoft Teams. Ce sont tous des outils qui vont vous permettre de collaborer. C'est des outils qui fonctionnent bien ensemble parce qu'ils offrent le texte, partage, la communication vocale, la vidéo à partir d'un seul ensemble pour tout le personnel. Donc, ça fonctionne très bien ensemble. Ils sont faciles à utiliser. Les gens se sont adaptés avec la pandémie. Et puis, même les enfants, pour accéder à leurs cours au primaire, peuvent le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué à utiliser. Puis, il faut des outils qui ne nuisent pas à la productivité du personnel. Si c'est très lourd, très difficile à mettre en place ou à utiliser, ça ne fonctionne pas. Puis l'autre chose très importante, la même chose, c'est le soutien technique de classe entreprise. Vous ne pouvez pas envoyer 1000 employés chez eux en télétravail puis dire qu'on peut assurer le support parce que ça peut ne pas fonctionner. Lorsque les 1000 employés étaient chez vous à l'intérieur des murs de votre entreprise, c'était facile. C'était facile. Pourquoi? Parce que vous avez votre équipe qui fait le soutien technique. S'il y a un problème, ils peuvent aller voir les utilisateurs. C'est dans le même immeuble. Mais si vous avez 1000 personnes éparpillées dans la province au complet, ça serait un peu plus délicat que ça. Donc, deuxième chose à laquelle vous devez penser, c'est améliorer la communication. Puis l'outil qu'on utilise là, puis les autres outils que j'ai nommés, Cisco WebEx ou Microsoft Teams, proposent différents moyens de communication. Les différents moyens de communication, c'est quoi? C'est le texte, on peut écrire, on peut s'appeler, on peut se voir, on peut partager un écran, on peut partager un tableau blanc sur lequel on peut travailler ensemble. On peut se transférer des fichiers ou des données, des photos, etc. Ceci doit se faire en respectant bien sûr le fait que tous nos utilisateurs ont une bonne connexion Internet. Puis les outils doivent donner une qualité dans la vidéo et dans l'audio surtout, parce que la vidéo, elle peut jamais, c'est correct, mais si l'audio coupe et revient, c'est vraiment dérangeant parfois. Puis, la gestion de projet peut être simplifiée. J'ai évoqué la façon de partager les fichiers. Donc, on peut partager les fichiers entre collègues. On peut créer un espace de travail pour un projet spécifique. Et la beauté de la chose et puis de ces outils, c'est qu'une fois qu'on l'a fait, on peut les retrouver, on peut les classer, on peut les ressortir, on peut les éditer, les repartager. C'est vraiment des outils de collaboration qui donne l'impression d'être dans une salle de réunion comme au bureau d'une façon virtuelle. Et encore une fois, si votre terrain n'est pas là, votre maison ne pourra pas vous donner satisfaction, elle ne pourra tout simplement pas être bâtie. Donc, les outils de collaboration sont très importants. Puis, il y a des spécialistes qui peuvent vous accompagner dans tout, c'est-à-dire dans la mise en place de vos applications services dans le nuage, d'offrir une connexion Internet adéquate, sécurisée pour vos télétravailleurs et les outils de collaboration qui viennent avec. Et le quatrième
point, c'est il faut penser à la sécurité et jamais oublier ça. Parce qu'en donnant des outils de collaboration, écoutez, l'information transite sur un réseau public, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut sécuriser le poste de travail, il faut sécuriser le lien Internet du télétravailleur et il faut s'assurer que les données, les services, les applications sont hébergées de façon sécuritaire, puis l'accès à ces services se fait de façon sécuritaire aussi avec une surveillance proactive. Il ne faut pas réagir une fois que c'est arrivé. Une fois que c'est arrivé, c'est souvent et malheureusement trop tard. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt? Puis ça, c'est une question légitime, même maintenant, même si on est presque une année après le début du télétravail en masse, il faut toujours se poser cette question. Puis il faut toujours aller sur des bases solides, mettre le tout, mesurer 2 fois, couper une fois. Écoutez, Zoom, Cisco WebEx, Microsoft Teams sont tous bons. S'il y a une fonctionnalité dans un outil de collaboration que j'ai cité qui n'est pas dans l'autre, dans la prochaine version, elle sera là. Par contre, il faut faire la réflexion au complet, prendre le télétravailleur au centre de ça. D'abord, la personne, comment elle va être chez elle, se poser toutes les questions ou se faire aider par des spécialistes qui pensent, qui ont déjà vécu ça, puis qui ont vu ça chez plusieurs entreprises et certainement des entreprises qui sont dans la même industrie que vous. Il faut penser à toutes vos applications et services. Pourquoi elles ne sont pas dans le nuage? Celles qui peuvent être transférées doivent l'être. Celles qui sont spécifiques à vous doivent être analysées pour y aller. Puis, la chose qu'il faut retenir, c'est quelle est la meilleure solution pour vous? Ben, c'est très simple. C'est la solution qui vous permet d'aller dans un modèle infonuagique, télétravailleur, sans douleur. Parce que vous n'avez pas le choix, vous devez y aller, mais vous devez le faire avec le moins de douleur possible pour votre entreprise et pour vos télétravailleurs. Puis, je vais continuer avec une phrase d'un prof à moi, M. Jean Harvey, qui disait toujours dans un cours de gestion de changement et de processus, ne faites jamais décoller un avion sans être certain d'avoir une piste d'atterrissage à l'autre bout. Donc, réfléchissez bien, ayez en place une feuille de route claire. Vous devez savoir où est-ce que vous allez atterrir. Faites-vous accompagner par des spécialistes qui savent ou qui ont déjà fait atterrir des avions pour d'autres entreprises et qui ont vécu plusieurs situations certainement similaires aux vôtres. Pour résumer, donc, s'il y a 5 choses à retenir, c'est il faut avoir une connexion haute vitesse pour vos télétravailleurs, disponible, stable, performante, de classe entreprise. Il faut avoir la sécurité des équipements. Donc, tout outil, équipement que vous donnez à votre télétravailleur doit être sécurisé et vos données, vos applications et services qui sont dans le nuage doivent être sécurisés. Il faut aller le plus possible dans des services infonuagiques pour éviter la pression sur vos services qui sont hébergés à l'intérieur de vos murs, éviter la pression de déployer de nouveaux outils, suivre les versions de mise à jour, suivre l'évolution et puis être confronté à une nouvelle pandémie. Je ne sais pas ce qui peut arriver, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la pandémie, tous ceux qui étaient 100% dans le nuage n'ont pas senti l'impact point de vue technologie de l'information. Il faut avoir des outils de collaboration performants. Encore une fois, Zoom, Cisco WebEx, Microsoft Teams sont tous bons. Choisissez celui, vous êtes certain que c'est lui avec lequel vous voulez aller. S'intègre parfaitement à vos autres outils, puis il va vous permettre de transiter vers ça sans douleur. Et enfin, assurez-vous que même si vous avez des télétravailleurs qui sont chez eux, d'avoir un soutien technique de classe entreprise, parce que si un lien Internet résidentiel brise, on ne va pas se dépêcher de la même façon qu'on se dépêche lorsqu'on est sous contrat avec une entreprise avec un support de 24 heures sur 24. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Karim. Vous avez fait un excellent tour de table. Ça conclut notre journée de façon vraiment exemplaire parce que vous avez vraiment, en 45 minutes, parlé à la fois des questions de sécurité, de technique, des services qui sont offerts, des outils de collaboration. Fait que c'est vraiment intéressant. Vous m'avez fait sourire, vous avez fait sourire certaines des personnes en parlant de la situation que l'on vit depuis le mois de mars pour plusieurs d'entre nous, et à la fois d'avoir 2 personnes en télétravail avec un jeune à l'école, un autre qui écoute Netflix, et puis ça, comme on dit, ça gruge de la bande passante. Et puis, d'ailleurs, une des questions, je me posais la même question, puis une des personnes qui assistent, Isabelle, je me permets de poser la question à Karim. Est-ce que c'est possible dans une maison d'avoir 2 connexions Internet, d'avoir dans le fond une connexion pour les enfants et une connexion entreprise? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui se fait très bien. Puis écoutez, je donne l'exemple de Bell parce que je représente Bell. C'est 2 services complètement différents. Quand vous commandez pour la maison, vous vous adressez au service résidentiel. Si vous commandez, votre entreprise peut parler au service, donc Bell Marché Affaires, pour commander un lien d'entreprise. Puis effectivement, ça peut arriver chez vous, puis ça sera dédié. C'est ce qui risque d'arriver maintenant qu'on sait que le télétravail est là pour durer, pandémie ou non. Alors, écoutez, je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Il me reste à vous remercier, Karim, pour votre participation, votre excellente présentation.